Aujourd'hui, 24 novembre, c'est notre 5e cours. Bonjour à tous. Alors avant que de reprendre sur un nouvel épisode de ce regard croisé sur le chômage, j'ai rencontré certains de vous en ville et donc j'ai eu l'info qu'il fallait peut-être que je prenne moins de café, que je sois moins agité, notamment au niveau du débit. Voilà, donc ça va être un petit peu rapide. Alors je vais voir, je vais essayer d'adapter le ton, de ralentir un petit peu et d'épeler quand il y a quelques noms d'auteurs. Hein. Voilà, c'est les deux remarques en vous rencontrant. Donc, nous allons reprendre dans ce cours. Alors un petit rappel ici, donc le chômage, regard croisé à travers les principaux courants de l'analyse économique. Nous avons fait une introduction pour avoir un fil conducteur en termes de pensée économique, un rapide survol lorsque nous étions à Séméac. Et nous avions commencé ce premier paragraphe, une histoire de la notion de chômage, en montrant que ce chômage avait été inventé à la fin du XIXe siècle face à la notion de pauvreté dans laquelle la notion de chômage était incrustée en quelque sorte. Alors nous avions fait un parcours sur les prémices de la situation de chômage à travers quelques grandes origines, quelques grandes évocations ici ou là. Nous avions expliqué que la pauvreté avait longtemps occulté la notion de chômage et que le chômage donc était une invention, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bénédicte Reynaud et Robert Salé, vers la fin du 19e. Et nous sommes dans le paragraphe B actuellement, autour de l'idée que progressivement, ce chômage va s'institutionnaliser, c'est-à-dire qu'il va devenir au tournant du XXe siècle un fait social, un risque inhérent au salariat, et qu'il va s'inscrire dans la condition salariale et son évolution, et donc se rapprocher de la notion d'emploi et s'éloigner de la notion de pauvreté. Ce chômage va de plus en plus apparaître comme un risque social, et donc il va être pris en compte de plus en plus dans les systèmes de protection sociale qui se mettent en place entre deux guerres et surtout mi-XXe siècle. Et également, nous avions fait des remarques sur l'idée que la façon de mesurer le chômage de plus en plus précise, en essayant de cerner au plus près le phénomène, allait permettre la mise en place de politiques de lutte contre ce même chômage. Puisque si on a un objet mieux défini, on peut, si on le souhaite, essayer de prendre des mesures vis-à-vis de ce phénomène. Alors, nous avons expliqué la fois dernière que le chômage était de plus en plus un agrégat au niveau national, c'est-à-dire une grandeur agrégée. À la mi-XXe siècle, fin des années 30, ce sont les mises en place de ce qu'on appelle les systèmes de comptabilité nationale, et donc au niveau des Nations Unies, à la mi-XXe siècle, les experts des pays adhérents se rencontrent et essaient de se mettre d'accord sur une terminologie, sur la confection d'une maquette, d'un circuit économique, et ils raisonnent donc sur la définition et la mise en relation de grandeurs agrégées, c'est-à-dire de grandeurs qui n'ont de sens qu'au niveau d'une économie nationale, éventuellement au niveau d'une région, mais essentiellement, voilà, donc la consommation sous-entendue française, l'investissement, le PIB, et donc le chômage va rejoindre ces grandes constructions au niveau national. Pour aujourd'hui, nous allons dans ce nouveau paragraphe, petit b, partant de cette avancée statistique, voir que les 30 glorieuses vont être l'âge d'or du chômage. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup, mais c'est l'âge d'or de cette catégorie, et va se mettre en place une idée, une expression, un mythe, celui du plein emploi.
Et donc la lutte contre le chômage va devenir un objectif primordial de la politique économique conjoncturelle, en gros de la mi-20e aux années 1970, ce qui correspond à peu près donc à l'appellation de 30 glorieuses. Donc ce travail d'élaboration statistique depuis les recensements, les enquêtes de la fin du XIXe siècle, jusqu'à la construction de plus en plus fine avec le BIT, avec des critères de la notion de chômage, c'est ce qui va permettre d'achever la construction du chômage comme une catégorie opératoire et qui va en faire donc un objectif de la politique économique mise en œuvre par les pouvoirs publics, alors politique économique conjoncturelle, puisque c'est la grande nouveauté avec la crise de 29. Au début, les États sont assez inactifs, ils pensent que ça va se réguler tout seul, et en fait la crise s'approfondit, c'est le début de la dépression. Et donc dans ces années 30, les gouvernements vont tâtonner, bricoler et essayer d'inventer ce qui pourrait être une action régulatrice de l'État dans une économie de marché, puisqu'il y a un autre modèle qui est presque à la même époque de vouloir se substituer au marché par une économie centralement planifiée. Donc ici, il s'agit surtout de penser la place d'un État intervenant par des politiques économiques sur la conjoncture dans une économie de marché. Donc c'est vraiment une nouvelle problématique. Et ces bricolages, ces brouillons qui se font à l'occasion de la dépression des années 30 vont devenir se sophistiquer à partir de la mi-20e siècle et jusqu'à nos jours. Alors, à ce propos, c'est un auteur, John Maynard Keynes, qui est un auteur important, donc K-E-Y-N-E-S. Keynes, donc, c'est un auteur qui naît en 1883, qui meurt en 1946, et c'est quelqu'un qui va être important, c'est un Britannique, et qu'on va voir un petit peu apparaître dans les négociations suite à la guerre de 14-18 pour la question des réparations allemandes. Il va être un petit peu le conseiller économique de la délégation britannique. Et donc il va se remarquer par ses positions un peu iconoclastes en disant que les Alliés sont trop gourmands. Il fait quelques calculs macroéconomiques globaux qui sont très nouveaux pour l'époque et il prévient que les Anglais sont trop, et les Français surtout, sont trop gourmands en réparation et que c'est incompatible avec la capacité de remboursement des Allemands et que ils arrêteront de rembourser et qu'on risque d'alimenter la guerre. Donc, bon, il n'a pas été écouté. Bon, il a quand même été anobli ensuite, mais il n'a pas été écouté sur le moment. C'est quelqu'un qui va faire une œuvre extrêmement importante. C'est un des grands théoriciens donc de l'intervention conjoncturelle d'un État dans une économie de marché. Et d'un auteur hétérodoxe, c'est-à-dire un auteur un petit peu original par rapport à la pensée mainstream de l'époque. Il va fonder une école de pensée qui sera le keynésianisme, donc dans les années 30 avec de nombreux ouvrages, de nombreux articles, et en particulier en 1936 une théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, un de ces ouvrages où il essaie de mettre en œuvre cette analyse macroéconomique sur des grandeurs globales au niveau d'économie nationale pour essayer d'appréhender les grands phénomènes économiques et en particulier ce qui représente pour lui le poison, c'est-à-dire le chômage. Puisqu'en gros, son idée, c'est que, bon, il voit la dépression, la crise de 29 et la grande dépression, grandeur nature, et donc il voit la pauvreté, il voit les soupes populaires dans un pays le plus riche du monde, ou un des plus riches du monde à l'époque, et donc il s'en inquiète beaucoup, et donc il craint que si on laisse la régulation automatique du marché, comme le vantent certains à l'époque pour l'essentiel, si on laisse cette régulation se laisser faire, prendre en charge ce problème, il pense que cela va durer, va s'incruster, va s'enquister, et au bout d'un moment, des masses au chômage, pauvres, sans secours, abandonnées,
il dit, risque de se tourner vers les premiers démagogues venus. Et donc, n'oublions pas que nous sommes dans les années 30, et donc il ne manque pas de clients pour cela, puisque sur les deux côtés du spectre politique, hein, vous avez des pouvoirs qui sont totalitaires. Et donc Keynes dit que si on laisse le chômage se développer et la pauvreté derrière, eh bien, c'en est fini des libertés individuelles, des libertés publiques et des démocraties. Et donc, c'est sa grande crainte, si vous voulez. Et donc, il dit, on ne peut pas, dans une économie de marché, rester à attendre que ça se règle tout seul. Il faut essayer d'intervenir. Et donc, il va essayer de théoriser comment un État, dans certains cas, c'est un homme beaucoup plus modeste sur l'intervention publique que parfois on le présente, comment, dans une économie de marché, un État pourrait essayer, tant bien que mal, d'améliorer un petit peu les situations pour sortir de ces situations de chômage et d'activité molle qui s'incrustent et qui durent. Alors, c'est un auteur aussi qui, dans ses travaux, va réconcilier un petit peu les aspects économiques et sociaux qui étaient séparés depuis la fin du XIXe siècle. Et c'est encore alors des auteurs dans la mouvance, des penseurs que nous avons déjà rencontrés dans la mouvance keynésienne comme Beveridge. Vous vous souvenez le rapport Beveridge, B-E-V-E-R-I-D-G-E en 1942, un rapport fondateur des systèmes de protection sociale structurés. Beveridge va s'intéresser aussi à ces questions de plein emploi, et il va aller jusqu'à essayer de travailler, de théoriser la notion de plein emploi, et en tout cas Beveridge en fait l'objectif de l'État-providence, hein, qui est en train de se mettre en place progressivement. Cet État qui essaie de pourvoir au bien-être social de la population pour combler les lacunes et les carences des systèmes jusqu'à présent. Et donc les 30 glorieuses jusqu'aux années 70, donc 45-70, marquent le règne des politiques de l'emploi, et à travers elles, des politiques appuyées donc sur la macroéconomie, cette économie à travers des grandeurs agrégées, et également un pilotage de l'économie va essayer d'être pensé. Et donc l'État essaie à travers les grands outils que sont les politiques budgétaires et monétaires, les auteurs keynésiens en particulier, essaient de théoriser ces outils, leur association, leur combinaison dans ce qu'on appelle des policy mix en anglais, c'est-à-dire des combinaisons, des mix de politiques budgétaires et monétaires pour agir ou essayer d'agir du moins sur la conjoncture économique et sociale, qu'elle soit haute ou qu'elle soit déprimée, de façon à réguler la conjoncture, à lisser les fluctuations, hein, puisque on avait parlé plusieurs fois, le 19e siècle, c'était un siècle de très grandes fluctuations, hein, et un des apports rétrospectivement de ces politiques économiques keynésiennes, c'est d'avoir réussi non pas à régler tous les problèmes, on le saurait, mais disons d'avoir fortement contribué à atténuer l'ampleur des fluctuations. Aujourd'hui, si vous voulez, les grandes fluctuations qui nous restent, ce sont celles nouvelles par rapport à la période économique keynésienne, des crises financières récurrentes, mais qui, elles, sont peut-être davantage liées à une organisation de la finance internationale qui génère beaucoup d'instabilité. Et donc là, ce sont d'autres outils que les politiques conjoncturelles classiques issues du keynésianisme des années 30 et mises en œuvre durant les 30 glorieuses. Alors, dans ces politiques économiques, le chômage apparaît comme une variable au même titre que la consommation, l'investissement, donc c'est ce que je vous disais, c'est un agrégat, une grandeur prise au niveau global, et on peut même aller plus loin, plus encore, c'est-à-dire que un chômage faible est un objectif de politique économique, au même titre que des prix stables, c'est-à-dire l'absence d'inflation comme de déflation, une croissance forte et un équilibre extérieur. Et donc ce chômage est une des 4 composantes de ce que l'on nomme usuellement la croissance équilibrée.
et cette croissance équilibrée qui sera popularisée dans un visuel sous forme de petites constructions graphiques dites du carré magique, sous la plume de l'économiste britannique Nicholas Kaldor, K-A-L-D-O-R, qui va théoriser un petit peu qu'est-ce que c'est une croissance équilibrée d'un point de vue conjoncturel, donc à court, moyen terme, disons. Et donc c'est une économie dans laquelle les prix sont stables, la croissance est relativement forte, l'équilibre extérieur est à peu près satisfait, et le chômage est faible, nous ne sommes pas loin, ou nous sommes au plein emploi. Donc vous voyez rétrospectivement quand même le parcours dans l'histoire par rapport au tout début de cette évocation sur la notion de chômage, à quel point la notion de chômage a acquis un statut extrêmement important dans l'attention en économie, en sociologie. Alors, ce carré magique de Kaldor, donc cette visualisation, cette sorte de cible à 4 centres, si je puis dire, donc vous comprenez au passage la complexité, grâce à l'expression de la complexité de la politique économique, une cible comme s'il avait 4 centres, donc prix stable, chômage nul, équilibre extérieur, croissance forte. Il faut atteindre tout ça en même temps. Et donc, l'expression carré magique reprend ça, c'est-à-dire carré pour désigner les 4 sommets là, du carré, les 4 objectifs à atteindre simultanément pour une croissance équilibrée. Et Kaldor y a ajouté le mot magique pour souligner le caractère extrêmement difficile de l'obtention simultanée des 4 équilibres. Alors, on peut, quand on fait de représentation graphique, on peut faire apparaître ce carré magique. C'est pas très fréquent dans l'histoire, et il se trouve que les 30 Glorieuses sont un moment où on approche de la forme du carré, où les 4 objectifs peuvent être, sur de nombreuses années, atteints ou à peu près atteints. Et donc cette période des 30 Glorieuses là, va bien marquer l'âge d'or du chômage, c'est-à-dire un chômage en tant que variable objective de l'intervention publique. Et donc, vous avez, si vous reportez aux valeurs, un taux de chômage, c'est-à-dire un nombre de chômeurs rapporté à la population active, vous êtes sur une grandeur 2 à 3% de taux de chômage en Europe occidentale et au Japon, 4 à 5% aux États-Unis. Et donc, cette période des 30 Glorieuses est souvent associée rétrospectivement à l'obtention du plein emploi. Et donc, à peu près, alors c'est pas 30 ans de plein emploi, mais en gros, dans l'histoire, si on doit désigner une période pour illustrer le plein emploi, c'est bien la période des 30 Glorieuses. Alors, on ne peut pas s'empêcher de souligner le caractère, malgré tout, donc exceptionnel de cette période au regard de l'histoire économique. Alors, les États-Unis, quand même, alimentent le monde en capital, en produits divers, donc ça peut commencer avec l'aide du plan Marshall, et donc lors de la reconstruction, et passer la période de reconstruction, cela peut continuer avec, par exemple, si on prend comme symbole les grands systèmes informatiques fournis par IBM dans les pays occidentaux. Donc, vous êtes sur une période quand même assez exceptionnelle, et puis ce qui fait une activité économique très très forte aux États-Unis, et en Europe et au Japon, c'est une dynamique de rattrapage de l'économie américaine qui est à l'œuvre. Et donc ces pays européens et le Japon, enfin Europe occidentale surtout et Japon, tendent à rattraper, à converger vers le sentier de croissance et la dynamique américaine. Et donc c'est une période mythique de plein emploi et de chômage faible, d'où l'expression d'âge d'or, qui est devenue une référence pour populariser à travers donc cette expression de 30 Glorieuses, qui est le titre d'un ouvrage de Jean Fourastier, F-O-U-R-A-S-T-I-E, et Jean Fourastier est
un historien de l'économie, un des cofondateurs de l'INSEE, ou de l'ancêtre de l'INSEE, du moins à la fin des années 30. Bon, c'est un grand penseur, économiste français, voilà, un homme extrêmement cultivé, donc qui avait essayé de brosser presque à chaud, hein, à peine terminé, la période exceptionnelle, hein, qui suivait la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le problème de cette période de Trente Glorieuses, donc cette période mythique en termes de plein emploi et de chômage faible, elle ne va pas s'en poser problème parce que c'est une référence permanente, et c'est une référence permanente qui devient presque l'état normal de l'économie, ou vu comme tel, et cette normalité, ou perçue comme telle, en fait, elle est construite sur une exception historique. Et donc, si vous prenez l'histoire économique telle qu'on la connaît, les travaux d'Angus Maddison, M-A-2-D-I-S-O-N, avec ses équipes, par exemple, à l'OCDE, où ils ont fait des travaux d'histoire économique extraordinaires pour essayer de reconstituer, hein, le PIB, la population, le PIB par tête, le niveau de vie, enfin des grandeurs économiques, sur des territoires que nous nommons aujourd'hui, mais qui n'existaient pas à l'époque. Hein, donc, faire le PIB de l'Italie en l'an 500... voilà, vous voyez, ce genre de choses. Et pour tout un tas de pays, ils ont bâti des annuaires statistiques et qui font autorité, alors sur les ordres de grandeur, hein, et qui sont très utilisés pour essayer de faire des séries longues et de l'histoire quantitative. Et donc, quand on utilise ces travaux, on ne repère aucune période marquée par le plein emploi et un chômage aussi faible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de l'envie de réduire le chômage, hein, mais il faut quand même garder en tête que nous jugeons aujourd'hui par rapport à 30 années complètement atypiques par rapport à l'histoire économique et sociale de l'humanité telle que nous la connaissons. Voilà, il faudra quand même garder ça en tête, mais je répète, et pas pour alimenter un fatalisme, voilà, pour aujourd'hui. Alors, plein emploi, chômage faible, et donc ce plein emploi, il est quand même rattaché à des régimes d'activité, hein, et qui en fait dépendent de l'articulation entre le marché du travail, mais aussi des systèmes de protection sociale, mais aussi la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement regarder le chômage par rapport à l'emploi, même si il s'est positionné de plus en plus par rapport à cette catégorie, on ne peut pas le couper d'autres dimensions, protection sociale et famille. Et donc, cette association, cette articulation entre économie, protection sociale et relations familiales détermine des modalités d'accès aux différentes ressources économiques pour les membres d'une société. Dit encore autrement, ça détermine différentes modalités de répartition des ressources dans une société. Donc, trois dimensions. La répartition dite économique, qui renvoie aux revenus que les individus tirent de leur participation à l'activité productive. Et donc cette participation, on va le voir, s'institutionnalise de plus en plus dans nos sociétés autour de combinaisons sociales, juridiques, que l'on va nommer l'emploi. Donc c'est le point sur lequel nous finirons. Deuxième axe de la répartition, une répartition sociale qui, elle, renvoie à tous les transferts dont peuvent bénéficier les individus en provenance d'institutions qui prélèvent et donc redistribuent des revenus face aux différents risques sociaux. Et également cette répartition, un troisième axe, la répartition domestique, qui regroupe tous les transferts fondés sur un lien personnel, alors souvent d'ordre familial, entre l'émetteur et le receveur de ces transferts. Et donc ces trois dimensions de la répartition doivent être associés, même si le chômage, en s'autonomisant de plus en plus et en devenant une catégorie à part entière, relève de plus en plus d'un traitement dans l'ordre de la répartition économique. Et donc,
il faut voir que si on élargit le regard à des aspects donc sociaux et domestiques, familiaux, cela permet de faire une remarque en particulier, c'est que dans la plupart des grands pays occidentaux, la majeure partie des femmes, en fait, n'étaient ni en emploi ni au chômage. Alors dans les périodes de guerre, la guerre de 14-18, elles ont peuplé largement les usines avec en période civile revenant ou de paix, une résistance, mais en fait un retour vers la situation, donc dite d'inactivité. Au regard, alors attention, comprenons bien, au regard des catégories socio-économiques, c'est-à-dire sans activité professionnelle rémunérée, ce qui ne veut pas dire ne rien faire. Sinon je vais entendre les broncas à travers les tubes de l'internet, donc c'est bien par rapport à ça que j'exprime. Et donc voilà, une activité, c'est-à-dire ne pas faire partie de l'offre de travail rémunérée. Et donc, et ensuite ces femmes revenant davantage sur l'activité professionnelle rémunérée à travers les années 60. Vous avez un pic à la guerre de 14-18, puis un reflux et une remontée avec les revendications du féminisme et de la libération féminine par le travail, en particulier le travail libérateur pour les femmes et porteur d'autonomie par les revenus qu'ils procurent. Et donc, il faut voir que les systèmes fonctionnaient. Alors le cas extrême, c'est le Japon, jusqu'à encore il y a peu, et donc des systèmes où lorsque l'activité économique est dynamique, on va avoir peut-être un peu plus de femmes qui se portent sur le marché du travail pour une activité professionnelle rémunérée, et lorsque la conjoncture est basse, à ce moment-là, on va voir un retrait des femmes de l'activité professionnelle rémunérée, où ce sont les premières renvoyées ou celles qui s'auto-censurent et se retirent pour laisser la place aux hommes. Et à ce moment-là, elles vont directement, non pas au chômage, mais sur la quasi-inactivité. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des économistes, ou que vous trouveriez dans un article éventuellement sur ces questions-là, c'est ce qu'on appelle la flexion des taux d'activité féminins. La flexion des taux d'activité féminins, c'est-à-dire l'idée que lorsque les femmes travaillent et qu'il y a du chômage, elles se retrouvent non pas tellement au chômage, mais plus directement dans un retrait du marché du travail sur la quasi-inactivité. Alors, cela dépend beaucoup des pays, des époques. C'est en train de s'atténuer depuis quelques décennies dans des pays comme la France, où on voit des comportements à peu près similaires hommes-femmes par rapport à ça. Mais donc, ce qui veut dire que, si vous voulez, tout le chômage dont nous avons fait l'étude, quand nous l'accrochons à l'activité salariée, à l'emploi, en fait, c'est une grandeur, on pourrait dire presque masculine, qui a du sens pour les hommes. Pour les femmes, la catégorie chômage, elle n'est pas très pertinente, c'est ou l'activité professionnelle, ou bien l'inactivité. Mais la case d'intermédiaire chômage, donc, est, selon les pays et les époques, assez peu une case féminisée, voilà. Même si aujourd'hui tout ça est en train de changer, et a changé même d'ailleurs. Et donc le chômage était d'abord un fléau qui touchait les hommes, celui qui ramenait le salaire au foyer et dont dépendaient les autres membres de la famille, aussi bien pour leur consommation que pour l'acquisition d'une protection sociale. Donc, vous voyez, le chômage dont nous parlons depuis plusieurs séances, c'est un chômage en fait très centré sur une dynamique, un comportement masculin. Et aujourd'hui, voilà, on retrouve un peu plus, sauf au Japon qui est encore un peu résistant par rapport à ça, mais on retrouve des similitudes dans les dynamiques masculines et féminines, en tendance. Voilà. Alors, cette importance aussi du fait que plus l'emploi se développe, plus les questions des droits portés par l'emploi vont se développer aussi, et c'est particulièrement vrai dans un pays comme la France, où le fait de bénéficier, d'avoir un emploi, ouvre des droits. J'ai un emploi, donc j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, puisque les politiques sociales sont construites et souvent financées sur des
sur des cotisations sociales liées au revenu de l'activité, et où les autres membres de la famille sont souvent désignés sous le nom de les ayants droit de la personne qui assure la protection sociale et donc qui travaille. Voilà, donc c'est encore une vision comment dire, assez masculine ou centrée sur le chef de famille, entre guillemets, au masculin. Et donc, dans un pays comme la France, il y a encore une certaine familialisation des politiques sociales, et donc les aspects économiques sont très fortement articulés avec les aspects domestiques et les aspects sociaux de la répartition, en contraste avec des systèmes de protection sociale, par exemple comme dans l'Europe du Nord, qui sont plus sur une base universaliste et individualiste, attachée à l'individu, quelle que soit sa situation. Au travail, pas au travail, il y a moins cette situation d'un ayant droit, de quelqu'un qui a un emploi et qui n'est pas au chômage. Et donc, ce qui fait peut-être une résistance plus forte de la protection sociale, puisque si j'ai un emploi, j'ai des droits, mais si je perds mon emploi, je risque de me retrouver, d'ailleurs vous avez l'expression, en fin de droit au bout d'un moment, alors qu'on pourrait imaginer que certes, je perds mon emploi, mais je ne perds pas tous mes droits de protection sociale. Et donc ça, c'est, dans certains pays, la France, vu son modèle de protection sociale, est assez marquée par cette dynamique-là. Et donc, c'est quelque chose qui vous rappelle normalement ce que nous avons déjà vu il y a 1 ou 2 cours ici, quand j'avais fait la typologie des systèmes enfin, quand j'avais repris, quand je vous avais présenté la typologie de la protection sociale proposée par Esping-Andersen. Vous savez, cette partition en 4 avec un État-providence libéral pour le monde anglo-saxon, Japon et Suisse, l'État-providence dit social-démocrate pour l'Europe du Nord, Suède, Danemark, Pays-Bas, Norvège, l'État-providence assurantiel, Allemagne, Autriche, Belgique, France, et le modèle familialiste ou méditerranéen, Espagne, Portugal, Italie. Donc on retrouve cette différence dans les systèmes de protection sociale qui se traduit dans la différence de place de l'emploi et de ce sur quoi l'emploi et donc le chômage ouvre ou n'ouvre pas suivant la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, ce qu'il faut voir également, ce sera le dernier point de cette séance aujourd'hui, c'est que en même temps que le chômage devient une catégorie de plus en plus objective, mieux cernée par la mesure, objet de l'attention des politiques économiques lorsqu'il se manifeste, il faut voir que dans le miroir, en quelque sorte, c'est l'emploi aussi qui se normalise. Et donc, cette normalisation du chômage est liée à la normalisation de l'emploi. Et donc, alors on peut présenter cette normalisation de l'emploi à travers ce visuel extrait de la revue Droit social de l'été 1981, qui vous présente de façon assez claire, me semble-t-il, qu'est-ce que c'est le fait que l'activité se normalise, qu'elle devient normée, conforme à un modèle qui est en train de s'écrire au cours de ces 30 glorieuses. Alors, en 4 items, vous avez la partie sur la partie rémunération, les salaires, avec par exemple l'institutionnalisation d'un salaire minimum, le SMIG, puis le SMIC en 68, et donc je prends des exemples pour la France, mais vous avez cette évolution vers la même normalisation de l'activité et donc par rapport au chômage, avec des variantes dans les autres grands pays à la même époque. Les salaires avec des barèmes conventionnels, par exemple les grilles des employeurs en fonction de votre expérience, de l'âge, des qualifications qui servent de base pour les discussions, pour les négociations sur les rémunérations à l'embauche ou les évolutions. Vous avez
l'organisation des tarifications spéciales pour les heures supplémentaires, qui sont aussi des choses qui sont prévues dans le cadre de l'organisation de l'activité. Vous avez les règles liées à l'annulation du chômage partiel, donc vous voyez par exemple la mise en œuvre sur une échelle peu connue jusque-là depuis le premier confinement, hein, et avec aussi bien sûr des règles qui peuvent évoluer, mais c'est une rubrique qui est ô combien importante aujourd'hui. C'est également le fait que le salaire devienne de plus en plus un salaire versé avec régularité, et sur une régularité mensuelle. Alors cela existait déjà avant la fin des années 60, mais les accords sociaux en 68 le formulent expressément, et il faut en gros voir l'évolution comme le passage du journalier au salarié mensualisé. Donc c'est voilà un parcours, si vous voulez, de normalisation de l'activité tendancielle. C'est également sur la rubrique de la durée du travail que la normalisation est à l'œuvre. Donc vous avez des horaires affichés, des horaires collectifs, ce ne sont pas des règles qui dépendent de propre à chaque salarié. Chacun n'a pas son propre emploi du temps nécessairement. Donc il y a un cadre collectif, légal, pour encadrer la durée du travail. Vous avez des limites légales et ou conventionnelles. Les 39 heures, par exemple, alors bon, c'était juste avant, en France, qu'il fallait écrire les 35 heures, voilà, mais à la limite, peu importe combien, hein, suivant les pays, les époques, c'est l'idée qu'il peut y avoir aussi, à certain moment, des grandes discussions sur le temps de travail qui se font de façon plus ou moins tendue et au niveau d'une nation. À partir de là, horaire de travail, bien sûr, mais horaire de congés ou durée des congés, nombre de jours, avec les congés légaux, les particularités propres à chaque entreprise, à chaque branche, s'il y a des conventions collectives qui amendent le cadre légal, mais normalement dans le sens d'un mieux-disant par rapport à la loi commune. Et puis toute la gestion de l'absentéisme avec les cas prévus, les tolérances. Par exemple, pour un décès d'un proche, bon, mais les contrats de travail ou les règles dans votre activité, dans la profession, définissent ce que c'est un proche. À partir de quel moment c'est éloigné, donc ça fait moins de jours accordés, et puis ensuite il peut y avoir les négociations à l'amiable avec un chef de service ou un employeur, mais voilà, mais ça se réfère toujours à un cadre légal, à des cadres et donc des situations prévues par rapport à ces situations d'absentéisme pour différentes causes de la vie économique et sociale. Troisième repère, c'est le repère autour de la stabilité de l'emploi. Alors on trouve par exemple la définition et l'encadrement de la notion de période d'essai, pour éviter les abus, pour éviter les périodes d'essai qui n'en finissent plus. C'est la normalisation du contrat à durée indéterminée, puisqu'aujourd'hui à peu près nous sommes sur 85% de ceux qui ont un emploi salarié sont en situation de CDI, de contrat à durée déterminée. Les 15% restants recouvrent, disons, l'intérim, les contrats à durée déterminée et les stages. Donc voilà pour le stock. Alors proportion 85-15 qui s'inverse complètement, d'ailleurs exactement, au moment de l'embauche, donc sur les flux, et non plus les stocks, et donc les nouveaux embauchés, c'est plutôt 15% en CDI en moyenne, et 85% sur des formes non CDI, y compris période d'essai. Donc voilà, une normalisation sur le CDI, les effets de carrière pour les progressions, les rémunérations ou leur progression à l'ancienneté, avec des règles, voilà, par rapport aux effets d'âge, et également la stabilité de l'emploi avec tout ce qui relève de la procédure de licenciement et des contrôles plus ou moins attachés et des règles attachées à ce moment de l'emploi. Quatrième sujet, le sujet donc plus lié à la protection sociale,
Et donc c'est particulièrement développé pour des pays qui ont des systèmes de protection sociale dit du modèle donc assurantiel, hein, si on reprend la terminologie d'Esping-Andersen, et où dans ces pays-là, donc je travaille, donc j'ai droit à, et donc c'est toute la protection sociale qui est organisée avec des cotisations sociales assises sur les revenus du travail pour les financer. Même si ensuite on peut mettre à contribution les revenus du capital, hein, voilà, l'évolution, mais disons que l'emploi est le pivot, puisque si je perds mon emploi, je vais donc perdre des droits au bout d'un certain moment, hein, je vais être en fin de droit là aussi. Protection sociale, c'est la question de l'emploi et des retraites qui se normalisent, hein, les retraites et les droits à retraite calculés par rapport aux périodes de travail, et donc avec l'irruption des périodes de chômage qui en creux vont grignoter en quelque sorte les périodes d'activité et minorer par là même votre droit à retraite. C'est toute la question de l'indemnisation du chômage qui est liée à l'emploi, et donc encore une fois les deux catégories d'emploi et de chômage vont se normer et se normaliser de conserve, hein, liées l'une à l'autre. C'est le fait que les gens qui travaillent ont tendance à avoir quand même ultra majoritairement un employeur unique, et le fait d'avoir même deux employeurs dans certains cas est interdit, sauf cas très particuliers. C'est tout le domaine des conventions collectives, des accords négociés dans les branches d'activité ou les entreprises. Alors les niveaux changent suivant les pays et les époques, hein, et donc ces dispositifs qui dérogent au droit ordinaire, mais qui normalement doivent déroger uniquement dans le sens d'un mieux-disant et non pas dans le sens d'un moins-disant, même si on pourrait trouver des exceptions malheureuses qui durent. Et puis c'est tout aussi le domaine de la protection syndicale pour les personnes qui ont un emploi, et à ce moment-là, la représentation des salariés dans l'entreprise, le comité d'entreprise, les représentants syndicaux, bon, toute l'évolution au cours du temps, hein, de ces situations-là. Alors, voilà, donc on vient de voir que en même temps que la notion de chômage s'autonomiser de la pauvreté, se penser par rapport à l'emploi, nous avons vu que l'emploi, hein, lui aussi, se normait, les contours se précisaient, et donc les deux notions finalement étaient pensées l'une par rapport à l'autre, et les deux notions suivaient de façon différente, mais un même processus de normalisation où la notion devient normée, hein, c'est ça que cela signifie. Ce n'est pas le chômage tout seul sans l'emploi, c'est le chômage et l'emploi qui arrivait donc dans notre parcours au milieu à peu près des années 70. Ces deux notions ont évolué en rapport et dans le sens d'être toutes les deux de plus en plus normées et identifiées, caractérisées. C'est la liaison avec la session prochaine. Nous sommes arrivés aux années 70 et la crise va arriver, pas simplement la crise pétrolière qui est un phénomène extrêmement conjoncturel, mais la crise marquée par l'arrêt de la croissance équilibrée, alors une croissance qui continue mais moins rapide, le chômage qui n'est pas le déséquilibre majeur, l'équilibre extérieur qui se dégrade au gré des chocs pétroliers, et le chômage, lui, qui ne bouge pas, par contre, pas de façon significative, disons, et le chômage, c'est le marqueur des années 80. Ces années 80, à partir desquelles donc la notion de chômage va progressivement être moins pertinente, au sens où la normalisation de l'emploi et du chômage qui avait progressé vont connaître un mouvement en partie inverse, et donc corrélativement, ce sont les politiques économiques qui vont avoir du mal à attaquer significativement le déséquilibre que représente le chômage, donc phénomène grandissant et ravageur socialement. Voilà, donc à dans une semaine, portez-vous bien, et donc c'est ce que nous verrons la fois prochaine.
Au revoir.